cette journée d'Intropie d'abord pour parler aux journalistes. Donc merci messieurs, dames, les journalistes d'être là, parce qu'on pense qu'il y a un déficit d'information. On voit du café en France depuis plusieurs siècles, 4 siècles, presque 5. Et on se rend compte au quotidien, nous, dans nos métiers, que les Français connaissent encore assez peu, voire assez mal le café. Donc on avait besoin de parler, et puis de fil en aiguille, on est arrivé à quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, on va dire. Et surtout, on a voulu faire un événement qui soit filière. Donc beaucoup de gens ici savent que effectivement, j'ai créé les Terres de Café il y a 15 ans. Mais ce qui me fait plaisir de voir aujourd'hui, c'est déjà nos partenaires, la SCA, le collectif Café, qui ont répondu présent, Delonghi qui soutient toujours la filière de manière, je trouve, assez intelligente. Et puis je vois ici beaucoup de confrères, torréfacteurs, torréfactrices, sourcères. La filière vraiment a répondu présent. On a des champions, on a des mofs aussi. J'en vois au moins 2, 3 même ici. Peut-être 4, pardonnez-moi si j'en oublie. Merci vraiment à tous d'être là. Et ici, on a aussi des amateurs de café, de grands amateurs de café, qui ne sont pas forcément des professionnels. Et à ceux-là aussi, je les remercie. Et c'est aussi à eux, en premier, qu'on a pensé l'Intropie. En préambule, déjà, c'est une première. Donc, tout ne sera peut-être pas parfait. On doit servir 180 cafés chauds, bien extraits, à bonne température, toutes les demi-heures, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait non plus. Pourtant, on en fait beaucoup dans nos types des cafés, mais comme ça, jamais. Donc voilà, et on fera, j'ai déjà dépassé le temps, mais je vous le dis quand même, il faudra quand même qu'on soit très raccord, je parle pour les intervenants et les producteurs aussi. Il faudra qu'on surveille le temps. On a vraiment très peu de temps, puisque tout est minuté par rapport à la préparation des cafés. Merci aussi à l'équipe, pour le coup, beaucoup de Terres de Café, qui a contribué, participé à monter cet événement, et vraiment tout le monde s'est impliqué à plus de 100%, et ça c'est vraiment formidable. Voilà, donc ça fait 15 ans en fait qu'on arrive à trouver du café de spécialité dans les rues de Paris, mais pas que. Il y a un historique qui est à Lyon qui s'appelle Café Moxa, et au bout de 15 ans, on commence à avoir déjà un peu de recul sur notre marché, qui est devenu un marché, qui n'était rien du tout à l'époque. La grande différence il y a 15 ans, c'est qu'on faisait des boutiques de café, on achetait des petits torréfacteurs avec 0 € ou peu d'euros, et qu'aujourd'hui, dans cette histoire-là, il y a de nouveaux acteurs qui partent financés, très bien financés, et ça, c'est le signe que la marché en forme est très dynamique, et ça, on en est très content. Mais il y a déjà une histoire là-dedans, au bout de 15 ans. On a vu les premières marques apparaître, évidemment Terre de Café, l'Arbre à Café, Caron, elle est ici. Je vais en oublier, il ne faut pas m'en vouloir. Je pense à Belleville, je pense à Coutume évidemment, et puis après il y a une deuxième génération avec des acteurs comme Kawa, et puis une troisième aujourd'hui. Mais ce dont on assiste vraiment, c'est l'explosion aujourd'hui des coffee shops, et donc c'est l'explosion d'une offre. On a beaucoup souffert en France d'une offre de café standardisé industriel, et aujourd'hui ce qui change vraiment, c'est que dans toutes les villes de France, quelle que soit la taille, on peut avoir accès à un café qu'on appelle café de spécialité. Alors on pourra revenir sur la définition après, et c'est ça qui est nouveau, et ce phénomène-là entraîne une transition. Alors ce phénomène-là n'a pas démarré, enfin c'est une longue chaîne, et ce phénomène-là de transition, il a démarré déjà parce que il y a des gens à l'origine, il y a un phénomène à l'origine où on fait mieux le café, on fait de meilleurs cafés, et donc la transition, elle n'est pas sur le marché, en fait le marché c'est le résultat. Et c'est le résultat d'une transition à tous les échelles à tous les niveaux de l'échelle de valeur du café. Je répète pour ceux qui ne savent pas que l'échelle de valeur du café, c'est la production. C'est ensuite, je rajoute un petit élément parce que c'est important, c'est le transport selon moi, même s'il n'y a pas de transformation pendant le transport, c'est la torréfaction et c'est la tasse. Et en fait, on assiste à une transition dans l'ensemble de la chaîne de valeur, et ça a une grosse quinzaine d'années en France. On n'est pas en avance, on n'est pas en retard, il y a des gens qui sont bien plus en avance, et il y a des gens qui sont encore un petit peu en retard, mais je trouve que l'offre de café de spécialité en France, elle devient pléthorique, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très qualitative à mon sens. On voyage beaucoup, nous tous, et on se rend compte qu'on n'est pas si mal que ça en France. Alors, il y a mieux, on boit du meilleur café, je pense, en Scandinavie, mais les États-Unis, on a un taux de pénétration des cafés de spécialité de 20 à 25%. Je trouve que l'offre est bien moins qualitative qu'en Europe. On pourra en parler après. À la production, tout change. On produit mieux,
on produit mieux, on produit plus durablement. Moi je vois d'année en année des fermes qui font toutes leurs biocompost, donc on est en régénération, on est en culture caféière, beaucoup en Éthiopie, on est très spécialisé là-dessus, on est en permaculture très souvent, on a une démarche de durabilité, donc on prend soin de son terroir, on va beaucoup parler de terroir ce matin, puisque c'est vraiment extrêmement lié au goût, le terroir. Comme le vin, on va souvent prendre des analogies avec le vin, mais c'est difficile de faire autrement, en tout cas quand on est français et qu'on apprécie le vin. Donc, tout le travail des sols, de la couverture, tout est en train de changer dans le café de spécialité. Et on voit que, ce qui n'est pas le cas du café conventionnel, que les producteurs de café sont étroitement liés à leur sol, à leur terroir. Et ce qui est nouveau dans le café d'ailleurs, c'est que tous les producteurs qui sont là voyagent et connaissent leurs consommateurs. Ça peut paraître idiot ce que je dis, mais les producteurs de café conventionnels ne connaissent pas leurs consommateurs, ne savent pas comment on torréfie le café, et même certains ne boivent pas leur propre café. C'est incroyable pour certains, mais c'est la vérité. Donc en fait, le specialty coffee arrive avec les torréfacteurs au milieu à connecter un peu le consommateur avec le terroir, et ça c'est tout à fait, alors c'est pas nouveau, mais on avait perdu ça, notamment depuis les années 50. Il y a une forte recherche, on en parlera avec les producteurs ici, sur le développement et la recherche sur les variétés, sur les process de fermentation et sur les séchages. Et ça impacte fortement la qualité du café et le goût en tasse. On n'a jamais autant travaillé sur les process qu'en ce moment, et je pense que c'est que le début. Peut-être qu'on en parlera ce matin, il y a des modes très fermentés, moins fermentés, on a eu des périodes over fermentées, là on vient sur des cafés beaucoup plus propres. C'est intéressant aussi, il y a des modes dans le café comme il y a des modes sur d'autres produits, c'est intéressant je trouve. Le transport c'est un peu le chaînon manquant de la traçabilité et de la durabilité, n'en parlons pas. Il y a une initiative vraiment qu'on soutient de toutes nos forces, qui sont nos partenaires Belco avec le transport à la voile. On va en parler ce matin, on prendra une dizaine de minutes pour en parler. Et ça va à mon avis tout changer, et j'espère que ça va se généraliser dans les 10 à 20 ans à venir. La torréfaction aussi, tout change, on a des gens qui sont concernés, la perception du goût change, on n'a jamais eu d'aussi beau matériel pour comprendre ce qui se passe dans notre petit grain de café chaque seconde lorsqu'il prend de la chaleur. Donc ça c'est formidable. La qualité, on n'a jamais eu autant de Q-Grader en France, on n'a jamais eu autant de champions maintenant, français, internationaux. J'en profite pour dire juste qu'on a l'honneur et le privilège d'être servi, et les cafés sont faits par... Alors au départ c'était un champion du monde, et puis avant-hier c'est 2 champions du monde. Jordan Tachenko, et son coach et l'ancien champion du monde, Pierre de Chanterac, évidemment, qu'on peut applaudir un petit peu aussi. Voilà. Et puis le marché, parce que ça va être un des sujets de cette journée, on a beau parler, le café n'a jamais été aussi bon, et ça c'est sûr, depuis toute l'histoire du café, qui est longue, on va le voir vite fait. Je vais essayer de faire mais sans marché, c'est compliqué. On a beau faire des beaux cafés, mais s'il n'y a personne pour les acheter, ça se coûte un petit peu plus cher. Alors en rapport qualité-prix, c'est nettement moins cher que le café, je vais essayer de ne pas citer de marque, mais un café, on va dire industriel sur un rayon de supermarché, mais c'est quand même un petit peu plus cher, parce que ça coûte plus cher à produire, et puis parce que peut-être que les producteurs sont mieux rémunérés, et puis parce que c'est bien meilleur, et puis c'est fait durablement, donc il y a plein de raisons pour lesquelles ça coûte un petit peu plus cher. Mais il faut un marché, et là aussi c'est très très encourageant. On n'a jamais vu autant, malheureusement, de cafés, notamment parisiens, fermés, et autant de coffee shops ouvrir. En fait, j'ai l'impression qu'un bistrot ferme et 10 coffee shops s'ouvrent, et c'est comme ça, mais à force de faire des cafés moyens, on va dire, c'est un peu le résultat. Donc on a un marché, mais en gros, aujourd'hui, 8 Français sur 10 consomment du café, donc c'est énorme. Ça représente un marché de 12 milliards d'euros, donc c'est quand même quelque chose. Ce qui est intéressant, surtout il y a un chiffre clé, c'est que en 2019, 28% du marché, c'était du grain. Moi je suis arrivé dans le café où c'était l'hégémonie de la capsule, et ça y est, enfin les courbes s'inversent. La capsule perd un peu de terrain, et le grain par contre a progressé. En 2012, on était à 12% en 2019, alors qu'on est à 28% aujourd'hui. Donc on voit que ce marché progresse, mais on voit surtout, et ça nous on s'en rend compte dans nos entreprises, que ça progresse très très vite. C'est-à-dire que le marché du café de spécialité en grain, évidemment,
va très très vite. On prend, à mon avis, 10% par an minimum. On n'a pas de chiffres sûrs là-dessus, mais c'est à coup sûr, en tout cas, le secteur dans le café le plus dynamique dans le monde. Et ces tendances sont mondiales. On est à 25% aux États-Unis, on est à 20% de taux de pénétration en Scandinavie, on est à 20% en Australie, au Royaume-Uni aussi. Et on voyage, on s'aperçoit aussi dans les pays producteurs qui étaient un petit peu, paradoxalement, le parent pauvre du specialty coffee, qu'il y a du café spécialité partout et de très grande qualité. Il y a des offres partout, pas seulement dans les capitales, partout. On a un exemple, Jésus viendra nous parler tout à l'heure, Jésus Salazar qui est ici. Lui, il a mis un réseau de production, il est torréfacteur, il a ses coffee shops, et ce genre d'initiative se généralise. J'en ai vu beaucoup au Salvador, on voit beaucoup en Colombie aussi, donc des intégrations verticales et qui sont très réussies. C'est le cas aussi de Felipe Sardi en Colombie, qui est un super coffee shop, j'en ai vu qu'un, il y en a plusieurs, mais c'est magnifique, à Bogota. Le marché du café spécialité, c'est quand même 600 millions d'euros en France, et ça doit représenter, si on est pessimiste, 5%, si on est optimiste comme je suis, au moins 8%. On n'a pas les chiffres exacts, mais en tout cas, c'est un peu les calculs qu'on fait. Il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est qu'on vend par an en France, et c'est stable, 800 000 broyeurs expresso, de type DeLonghi là-bas, en France, dans les foyers. Donc on voit aussi que le café en grains se démocratise. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde met des très beaux cafés dans ses broyeurs, mais ça veut dire qu'ils ont le matériel pour le faire. Et justement, c'est un des objets de cette journée, c'est comment faire pour aller au-delà des 5, 7, 8% de marché, c'est-à-dire que les gens qui vont encore acheter du grain au supermarché, comment les intéresser au café, comment leur faire connaître le café, et comment leur faire pousser la porte d'un torréfacteur un peu sérieux. Petite mise en perspective, parce qu'on va parler de terroir, et ça c'est important de dire, je vais faire très vite, enfin je vais essayer. Il y a un truc qui est assez pratique pour résumer l'histoire du café, mais qui est évidemment simpliste et un peu, on va dire, occidentalo-centré. On dit qu'il y a 3 vagues dans le café. La première, 19e siècle, on mondialise le café, c'est le temps de la colonisation, de l'esclavagisme, on a une main-d'œuvre plus que bon marché. C'est le temps de la souffrance aussi dans le café, et on mondialise ça, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup et on inonde le monde, et le café devient une commodité, un produit de commodité, pas prix, volume. Deuxième vague, années 70, ce serait Starbucks, et je pense que c'est vrai, qui aurait amené quelque chose de nouveau dans le café, en Occident en tout cas, c'est l'expérience. Moi j'ai vu les premiers Starbucks aux États-Unis, enfin pas les premiers heureusement, mais c'était Disney, quoi. Les gens allaient là-bas pour avoir un latte, c'était une expérience, quoi. Le goût n'était pas la priorité. La troisième vague, années 90, c'est le goût, c'est le sensoriel. C'est-à-dire qu'on va boire un café pour sentir quelque chose. Je trouve cette définition assez acceptable, sauf que c'est bien plus compliqué que ça. L'histoire du café remonte, en tout cas, elle est documentée depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'elle est documentée sur la consommation, la propagation du café, notamment dans le monde arabo-musulman, depuis le Moyen-Âge. Lorsque les Européens ont découvert le café, ils ne savaient pas d'ailleurs que ça venait d'Éthiopie, ils pensaient que ça venait d'Arabie Rose, du Yémen, ils pensaient que c'était Arabica, ça devrait s'appeler Aethiopia normalement, puisque tout vient d'Éthiopie. Ils ont découvert en fait ce café, ils sont pris d'amour pour ce café, ils ont compris tout de suite le business qu'on pouvait faire avec ça, mais ils ont découvert en fait du terroir. C'est-à-dire qu'avant d'être mondialisé, le café c'était une histoire de terroir. On savait où étaient les meilleurs cafés au Yémen, dans quel village étaient les meilleurs cafés et quelle famille produisait les meilleurs cafés. Les grands grands seigneurs du Caire avaient leur approvisionnement exclusif, leur torréfacteur, le meilleur de la ville, et s'il brûlait le café, il avait des petits problèmes. Donc on a mondialisé le café, mais avant ça, et même pendant cette mondialisation, le café a toujours été une histoire de terroir. Je vous invite à lire un livre qui est de 1832, donc j'oublie toujours son nom, écrit par Germain-Étienne Goudardonnet, La monographie du café, où ce type-là, en 1830, aurait pu écrire ce livre. Aujourd'hui, il nous parle du café comme on parle du café de spécialité. Le sourcing, le transport, il explique pourquoi le café des colonies est moins bon parce qu'on pense qu'à l'argent et pas à la qualité. Il explique la torréfaction, un café trop torréfié c'est pas bon, un café pas assez, il donne des techniques, et il explique la tasse. Il nous dit pour faire un bon café filtre, il faut 60 grammes de café.
Si on ramène ça à 0,1 gramme, c'est pas n'importe quoi de café, ça nous fait 6 grammes, c'est exactement les rations qu'on donne aujourd'hui pour faire une tasse de 100 ml, de 10 ml d'eau. Donc c'est extraordinaire. Et là, on comprend bien, ils critiquent déjà les mauvais cafés, ils critiquent les mauvais transports. Le café est depuis toujours un produit de terroir, et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va déguster des cafés, c'est de rehisser le café comme un produit rare, un produit gastronomique et un produit de terroir. Et c'est bien ça qui nous manque aujourd'hui, puisque aujourd'hui la filière est encore basée sur une filière de commodité. C'est 80 ou 85% du marché qui sont tenus par 3 méga torréfacteurs, JDE, les Pays-Bas, Nestlé, que tout le monde connaît, et Lavazza. Ces gens-là détiennent 80-85% du marché mondial. Et donc exercent une pression phénoménale sur les producteurs à qui on demande de sortir des cafés le moins cher possible et le plus vite possible. Donc en fait, ça n'a pas beaucoup bougé depuis le XIXe siècle. Et ce qui est horrible, c'est que si on compare le prix du café par rapport au XXe siècle, début du XXe siècle, le café coûte moins cher aujourd'hui à équivalence. Donc on a un problème. Et ces problèmes-là provoquent quelque chose de dramatique, c'est qu'on est sur une filière en grand danger et en grande précarité, qu'il y a une crise sans précédent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fermiers pour faire du café. Là, vous c'est 59 ans, donc les enfants ne veulent pas reprendre, ils ne veulent pas être pauvres comme les parents. On a une crise de la main-d'œuvre. Ça ne nous a pas échappé que des hordes de migrants fuient la misère en Amérique centrale et la violence et les narcos aux États-Unis, l'Amérique du Sud aussi. Donc il n'y a plus, dans certaines fermes, dans beaucoup de fermes, on n'a pas assez de piqueurs pour récolter le café. Donc on perd de l'argent, on perd du café. La déforestation a sévi depuis 2 siècles pour planter du café, donc avec le réchauffement climatique, on n'a plus rien pour nourrir les sols et pour protéger les sols. Donc tout ça, ça nous amène à quelque chose, c'est que le café n'a jamais augmenté. Il y a moins de café, il y a moins de demande, on est sur un marché et donc on va avoir une crise de l'offre en fait. Et donc les cafés vont augmenter, ils augmentent déjà, l'Arabica a pris je crois de 50% en un an, là il est nouveau, et c'est bien en fait en réalité. Le Robusta, on a eu une sécheresse au Vietnam, moins 25%, on prend 40%. Donc on voit que la filière elle est tendue, et dès qu'il y a un petit problème, les prix explosent. Et donc nous, ça nous amène à penser que le café doit changer de statut, et que de toute façon, on n'aura pas le choix, il y en aura moins, ce sera plus cher. Les premiers impactés sont les industriels, puisqu'ils travaillent le prix, donc les industriels vont chercher des cafés moins chers encore, puisqu'ils sont distribués par la grande distribution, moins chers, donc encore moins bons. Il y aura un gap encore de plus important entre ce qu'on appelle les cafés de commodité industriels et les cafés de spécialité. On voit que le café de spécialité là-dedans est tout à fait pertinent aujourd'hui. Il est là, j'arrive, je n'ai pas tout fini, il est tout à fait pertinent, il faut creuser, il faut, à mon sens, alors je suis chef d'entreprise, mais je dis quand même, il faut boire moins de café, et il faut boire mieux. Je n'ai rien inventé, on dit ça beaucoup, mieux consommer, moins consommer, et c'est particulièrement vrai pour le café, parce qu'autant c'est compliqué de se priver de blé, ou je sais pas, de soja, ou de commodités, ou de maïs, parce que ça nourrit. Le café, on peut très bien s'en passer, et on peut très bien être beaucoup plus sélectif, en boire moins. Je pense qu'on boit du café n'importe comment en France, mais partout dans le monde. Il est temps justement qu'on ait des relais d'opinion pour faire comprendre aux Français qu'un café, ça se vit aussi. Ça s'apprécie et c'est quelque chose d'important, de rare, et qu'il faut revenir à ça. Voilà. Donc, cette filière toute jeune, la filière du specialty coffee, ça a à peine 40 ans, 30 ans, en France j'ai dit c'est 15 ans. C'est le moment, il y a des enjeux, des défis qui s'annoncent. Sur un marché très porteur en pleine explosion, il faut savoir comment on veut orienter cette filière. Est-ce qu'on veut faire du volume, pas du volume? Est-ce qu'on veut être bien? Il faut que ce soit durable. Évidemment, on a nos idées, je pense que vous les devinez, mais on va en parler tout au long de cette matinée. Il y a un grand sujet qui est comment produire plus intensément et sans impact. On peut produire plus sans impact. Donc ça, on va en parler aussi. Le transport, on va un peu parler du projet soutenu par Belco. Quelle est la responsabilité des torréfacteurs là-dedans? Parce que je rappelle que le café de spécialité est un circuit court en fait. C'est un produit de proximité, il y a un seul intermédiaire, c'est ça, pas plus d'intermédiaire, un producteur, le torréfacteur, le consommateur. Donc quelle est sa responsabilité? Comment il source? Comment il vend? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça c'est important. Et puis il y a quelque chose qu'on va débattre un petit peu, qui est un vrai sujet, et je ne veux pas que ce soit une utopie. C'est que je pense, c'est ce qu'on fait tous les jours nous et nos confrères aussi, il y a une vraie relation de confiance qui s'installe entre le torréfacteur et ses clients. Comment travailler ça sur une échelle plus large? On voit un peu que toute la labellisation un peu s'essouffle. Il y a de vraies raisons pour cela. Et nous, on pense qu'on peut instaurer une vraie relation de confiance qui soit vérifiable. Il ne s'agit pas de raconter
n'importe quoi, il faut que ce soit vérifiable, mais entrer dans une autre relation qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus en communauté avec les gens qui consomment du café de spécialité. Et puis enfin tout ça, en gros, c'est comment sortir le plus possible le specialty, le café du produit de communauté, parce que moi je pense qu'à la base le café n'est absolument pas un produit pour être fait sur des gros volumes comme on l'a fait maintenant depuis 2 siècles. Voilà. Pour voir tout ça, on va alterner des mini-conférences, un quart d'heure. Je vais demander à nos invités de tenir le temps, ce que moi je ne fais absolument pas, désolé, et des masterclass avec les producteurs. Donc à chaque fois on va déguster 2 cafés, et avec Pierre de Chanterac, et on va expliquer la spécificité de chaque ferme, et puis Pierre va nous raconter lui ce qu'il ressent, et pourquoi ce café a un goût de citronnelle, ou de prune, ou de jasmin, ou de pêche, ou de je ne sais encore. Et le café société, c'est ça, c'est de la finesse, c'est de la délicatesse, et c'est magnifique.